Bonjour. Bonjour à tous. Enchanté de vous rencontrer pour les World Collection et ravi de partager avec vous quelques discussions autour du e-export ou de la digitalisation du commerce international. Je suis Jean-Louis Laloyau, je suis cofondateur de société qui s'appelle World Sellers. Donc on est spécialisé dans des solutions de développement digital à l'international. Donc des sites e-commerce, pour faire simple, qui accompagnent les activités d'entreprises sur de nouveaux territoires et qu'on peut appeler aussi e-franchise, puisqu'on franchise un concept et on le développe. Donc voilà notre spécialisation, et je suis accompagné de Pierre. Bonjour, Pierre Bruguier. En fait, j'interagis avec Jean-Louis en tant que business developer, on va dire externalisé, et moi je suis donc conseil à mon compte, principalement en business développement à l'international, avec une spécialité sur les partenariats de distribution traditionnels au départ, franchise, distribution classique, master franchise. Et là aujourd'hui, j'avais un peu travaillé sur des franchises web, et là je complète ça donc avec Jean-Louis sur la partie e-export et e-franchise. Voilà, une complémentarité. Donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est une expérience personnelle, puisque moi, je suis rentré dans la digitalisation du commerce en 2005 dans le groupe 3 Suisse, qui à l'époque travaillait sur d'autres médias que le média digital, et donc toute une démarche qui m'a amené en fait à proposer ensuite une solution et à la développer pour d'autres entreprises, hein, en marque blanche, et vous raconter un petit peu le processus, un processus de digitalisation et de transformation de l'entreprise que j'ai pu vivre et que j'ai pu mettre à profit, et vous raconter comment peut-être vous pourrez vous l'approprier pour vos propres projets d'internationalisation. Donc, on a préparé un petit support qui présente en fait cette démarche. Et voilà, évidemment. Partager. Voilà. Donc, notre atelier, donc, c'est sur le principe de vous dire que c'est accessible, c'est facile en fait d'approcher le commerce international, moyennant une préparation, puisqu'aujourd'hui les choses ont pas mal évolué. Donc ce qu'il faut prendre dès le départ quand on a une volonté, un projet d'internationalisation de son export et de sa digitalisation, c'est de reprendre les fondamentaux. Et j'ai repris, c'est une vraie checklist du MOSI proposé il y a 20 ans, qui est les 10 points clés en fait à penser lorsqu'on veut aller à l'international. Et si vous les reprenez, je vais aller vite et pas aller dans le détail parce que j'ai l'habitude d'illustrer chacune des étapes. Mais en fait, aujourd'hui, c'est ce qui n'a pas changé. Mais en même temps, ce qui a fondamentalement changé, c'est à la fois chacune des étapes prises une à une, parce que toutes ces étapes sont plus simples qu'hier et moins chères qu'hier, notamment grâce aux médias digitales. Plus simple d'élaborer une stratégie, plus simple de trouver des acteurs pour faire un diagnostic export et évaluer votre maturité. Les études de marché sont disponibles, voire gratuitement, et certaines qualitatives sur le net, et avec des organismes qui peuvent vous aider. Donc si vous allez près de professionnels, on peut vous aider à tout ça. Et donc, il faut oser y aller aujourd'hui, car vraiment les fondamentaux vous permettent, quelle que soit votre échelle, quelle que soit votre taille, d'envisager l'externalisation de votre business, et notamment et surtout via le média digital, et pas seulement. Et donc pour ce faire et pour ces fondamentaux, un point important est déjà de se poser et de définir, avant de penser à son e-export, à sa stratégie export en général. Et je passe la parole à Pierre. Merci Jean-Louis. Oui, l'idée en fait, c'est comme on va le voir plus en détail, hein, dans une approche entonnoir, les solutions proposées par Jean-Louis et en général sur le digital et le e-export sont un moyen. Ce sont aujourd'hui des nouveaux circuits de distribution
Donc, ils doivent se traiter comme les autres circuits, c'est-à-dire qu'ils doivent être intégrés dans une stratégie plus globale et plus générale, comme toute stratégie export qui doit se penser en amont le plus tôt possible. Donc, on a toute une phase d'audit, d'analyse, de diagnostic. C'est très important, bien sûr, d'avoir cette partie-là de réflexion sur quels vont être mes business drivers au niveau de ma stratégie internationale, qu'est-ce qui va pouvoir l'apporter. On travaille également sur la partie savoir-faire, business model qui va être déployable à l'international. Voilà, dans les différentes expériences que j'ai eues, on essaie aussi d'être très pratique et d'illustrer je dirais, ces approches plus modélisées, plus théoriques. C'est que on essaye d'être le plus proche possible à l'international du business model initial, parce que l'international déjà requiert beaucoup d'adaptations. Donc, il faut vraiment s'attacher à coller au mieux à ce que l'entreprise sait faire et à ce qu'elle peut vendre à l'international. Et on verra idem sur la partie e-export. Ensuite, travailler sur une revue stratégique globale, adapter à la marge, si besoin, de ce business model, prévoir des options stratégiques ainsi qu'un plan d'action, une feuille de route globale qui va être très opérationnelle et que l'on va pouvoir dérouler suite à cette revue stratégique. Et pour terminer cette stratégie export, on doit absolument identifier et prioriser ces marchés cibles et vraiment qualifier les premiers pays qui vont être prioritaires. C'est essentiel parce qu'on voit trop aussi d'entreprises qui ont des envies, mais qui partent avec beaucoup d'opportunités au départ, qui sont pas forcément taillées par une stratégie, et ça pédale beaucoup en retour arrière une fois qu'on s'aperçoit de ça. Par contre, une stratégie ne veut pas dire ne pas saisir des opportunités, et c'est une chose qui peut se faire, mais en les réinsérant dans une approche plus globale. Donc cette étape, en fait, c'est pas que théorique, hein. Ce temps pour réfléchir à ce qu'on veut être demain à l'international va définir ensuite comment je veux être aussi avec mon média digital et avec mon e-commerce et mon offre export. Donc, j'ai décidé d'y aller, je me définis une feuille de route, voilà, être présent dans 5 pays européens, gagner le marché nord-américain, voilà. Donc j'ai ma feuille de route, celle qui me correspond, récupérer 3 agents B2B en Asie, hein, voilà, peu importe la feuille de route, ça dépend de chacun et de son enjeu. Et ensuite, je dis voilà, maintenant mon offre est-elle adaptée? Est-elle adaptée? Est-ce qu'elle est éligible à l'export en termes de réglementation, en termes de code, pour le textile, de couleurs, de design, de morphologie, de prix. Donc voilà, donc je regarde si voilà, c'est facilement duplicable. Derrière, est-ce que ma proposition de valeur, de service ou de produit mérite d'être ajustée parce que le marché et l'environnement dans la cible qui m'est donnée est différent, et donc je dois adapter cette cible. Comment je vais la communiquer? Par qui? Par des commerciaux terrain, par une campagne de pub? Est-ce que je m'appuie sur une notoriété? Est-ce que c'est le prix qui va faire mon point fort? Est-ce que c'est ce que je vais mettre en avant éventuellement? Et cette communication peut très bien être offline et papier, alors que j'ai un média digital et que je vais sur du site internet, ou je fais un salon pour développer mon site. Attention, la communication du commerce en ligne n'est pas forcément que en ligne, hein. Donc c'est un mix global à réfléchir, et il faut en plus l'ajuster aux habitudes de com de mes pays cibles ou de mes territoires. Et enfin, quels axes je vais travailler. Inutile d'être la première marque et la plus connue sur un marché si j'envisage de récupérer quelques acteurs B2B clés, mais en revanche, peut-être investir sur un bon sales ou une bonne agence de com locale, ou tout simplement sur création de leads sur Internet, parce que ça peut me suffire. Donc voilà. Donc là, j'ai décliné mon offre export en fonction de ma stratégie. Et maintenant, les choses commencent clairement. On met les mains dans le cambouis et il va falloir que je construise mon e-export. Alors cette offre export, voilà, je vais la mettre sur une forme de catalogue. Donc il va falloir que je l'expose sur Internet. Alors je vais prendre un outil simple, je sais pas moi, des tasses à café. Donc il faut que j'en prenne une photo, mais ensuite j'ai une politique. Derrière j'ai un descriptif produit, le prix dans la devise, et donc je construis un catalogue. Un catalogue, prenons l'image du catalogue. Et pour moi c'est simple, Redoute ou 3 Suisses. Voilà, mais sur un format digital. Donc un produit, un descriptif, un prix. Et derrière, je vais devoir réfléchir aussi à mes expéditions et à mon outil, à ma supply chain. Est-ce qu'elle est bien adaptée? C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai mon catalogue et que j'aurai mes produits qui seront prêts à partir, comment je les emmène? Est-ce que j'ai un stock local? Est-ce que c'est ici? Est-ce que je fais du cross-border? Et voilà. Et donc j'ajuste ça. Ce sont des petits ateliers, c'est simple, les solutions existent sur le marché.
on trouve facilement les réponses à nos problématiques qu'on pense souvent impossibles, mais d'autres les ont réfléchi avant nous et y ont pensé avant nous. Et il y a beaucoup de choses intéressantes sur le marché. Je vais ajuster mes modes de paiement en fonction du fait que je sois en B2C, en B2B. Pour l'exemple du B2C, quel va être le prestataire de paiement avec lequel je vais contracter pour pouvoir encaisser dans la devise, assurer des remboursements, gérer mes paiements internationaux online, quelle connexion je vais faire avec mes paiements offline. Derrière quel canal de distribution, bien sûr, comment mon digital va cohabiter peut-être avec un partenaire local, peut-être avec une succursale, voilà. Et donc cette checklist, le SAV, le service client, doit être adapté peut-être dans la langue, peut-être dans les résolutions réglementaires et techniques, évidemment une traduction si elle est nécessaire. Et donc, si possible, pas une Google Traduction, même si c'est très bon, parce que c'est l'image de marque et il y a des quiproquos fameux qui ont pu naître de ça, donc une traduction qualitative. Derrière, comment je vais le gérer dans mon système d'information? Est-ce que vraiment mon outil informatique aujourd'hui est capable d'avoir des clients avec, je sais pas moi, des adresses postales différentes, gérer 2 taux de TVA, donc bien valider de façon très opérationnelle comment ça peut vivre et comment ça vivra demain quand j'aurai plusieurs pays dans ma base clientèle. L'ajustement de mon marketing en budget, mais aussi peut-être en façon de faire le marketing. Et vos spécificités, vos petits trucs à vous qu'il faut intégrer dans le site internet, parce que je sais pas, moi, il y a une prise d'agenda, vous vendez des formations, il y a une grande part de tutoriels ou de vidéos à mettre en place. Donc comment je dois l'ajuster pour l'international. Alors avec ça, on se dit mais c'est compliqué, ça fait beaucoup de sujets. Je m'embarque dans quelque chose qui est pas mon métier. Et voilà, je voulais être rassurant. Et c'est ça le message. Oui, il y a tout ça à voir. Il faut le voir. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions existantes sur le marché. Alors comment s'y prendre? Donc on a tenté de vous présenter 4 axes. D'abord, vous pouvez très bien, si vous avez une informatique, le développer vous-même. C'est pas la solution qui est très à la mode, mais elle permet sur des cas spécifiques et caractéristiques, et si vous avez déjà les compétences en interne, de faire quelque chose qui vous correspond bien et qui est adapté. Bon, c'est plus long, c'est coûteux, mais ça permet de vraiment être sur mesure. Et si votre besoin mérite un ajustement à votre identité, la solution interne, développement interne d'un site internet, qui respectera la stratégie et l'offre adaptée que vous avez déjà pensé, est une solution intéressante. Vous avez aussi, pour aller à l'international, dans certains cas de figure, les marketplaces qui vous offrent la capacité de tester et de pousser votre offre sur de nouveaux marchés. Alors attention, la marketplace absorbe beaucoup la valeur et une partie de votre marge, voilà, et noie votre notoriété avec les autres marques. Donc c'est à manier avec précaution et ça répond seulement à certaines stratégies sur un pays de façon unique ou en complément avec une autre approche. Ensuite, vous avez des plateformes e-commerce très efficaces aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Nous, notre société, on travaille avec une seule, qui est une solution française, PrestaShop, mais vous avez des solutions qui répondent à tous les besoins, toutes les caractéristiques du e-commerce en ligne et qui gèrent les principes, les connexions, les spécificités qu'on a vues précédemment dans le puzzle. Et enfin, vous pouvez demander à une agence de vous le faire. Donc, vous sous-traitez complètement la conception, la réalisation, le développement et la maintenance du site. Bon, il y a des coûts, mais voilà, c'est à envisager et ça dépendra de votre stratégie et des moyens que vous êtes capable de mettre en face de vos ambitions. Donc, les solutions existent, elles sont adaptées. Et prenez le temps de choisir la bonne solution. Il n'y en a pas de meilleure l'une que l'autre. Certaines peuvent vous correspondre plus ou moins en fonction de votre nature. Donc, je vais passer peut-être à Pierre qui peut présenter. Oui, en fait, si vous voulez, j'ai voulu faire une analogie entre la partie physique des moyens de distribution à l'international et la partie online digitale. En fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi, je viens d'un background beaucoup plus traditionnel dans la partie distribution, export et retail au niveau physique. Donc, du coup, ça me semblait intéressant de pouvoir vulgariser un petit peu cette approche. Donc, on a, si vous voulez, si on part de choses les moins intégrées, les moins coûteuses, qui est un agent dans la partie traditionnelle, on vend en mode wholesale. L'équivalent online serait la marketplace, comme l'a expliqué tout à l'heure Jean-Louis, par rapport à ces plus et ces moins. Ensuite, on monte d'un cran,
vous êtes dans un pays à l'étranger, vous avez un distributeur, ou pour la partie retail, vous avez un franchisé, eh bien, en face de ça, on peut mettre des solutions de e-export ou de web franchising. C'est-à-dire que l'on va, c'est ce que va expliquer un petit peu plus en détail tout à l'heure Jean-Louis dans la partie plus technique et opérationnelle, on va coupler en fait cette solution avec le distributeur et le franchisé local, ce qui permet d'avoir une approche cross-canal globale déjà sur un pays, mais avec votre partenaire physique. Donc, il y a beaucoup d'avantages sur la partie stock, financière, suivi des clients, de la data, etc., etc. Et après, vous avez le niveau, je dirais, le plus haut, le top dans le sens, en termes à la fois d'investissement et de retour. Là, on parle d'entreprises qui ont déjà des filiales, qui ont déjà leurs propres équipes ou des magasins en propre, selon que c'est industrie ou export, et qui vont développer pour des marchés à potentiel, des solutions e-commerce internes avec, je dirais, des grosses solutions techniques derrière. Mais là, on parle sur des marchés qui ont du potentiel et sur lesquels il y a un retour à investissement fort par rapport au départ à un investissement qui sera conséquent. Donc voilà un petit peu cette approche, sachant que dans la partie la plus agile, la plus flexible, mais qui permet de contrôler ses prix, son marché, ainsi que la supply chain, la data, les stocks, on est, nous, sur un modèle intermédiaire au niveau e-export et e-franchise. Donc, je vais zoomer un petit peu sur la partie qu'a identifié Pierre, qui est, voilà, moi j'ai mon concept national et je veux le dupliquer dans différents pays parce que j'ai trouvé un partenaire, parce que j'ouvre ici un point de vente, interne ou externe, mais je veux capitaliser sur tout ce qui est commun et le socle et investir de façon la plus efficiente sur mon offre e-export. Donc le principe et la solution à laquelle on croit beaucoup, c'est le principe d'une web factory. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là l'idée que on a son concept, on fait de produits ou de services, d'une offre à vendre en B2B, en B2C. Techniquement, on la bascule donc sur un système informatique qui va mouliner tout ça, qui va connecter mon offre et mon catalogue de produits et de services au bon prix à un système de SAV qui m'intéresse, mon système de comptabilité, à mon ERP si je le veux, peut-être à une boucle de traduction automatisée parce que je veux externaliser les traductions. Voilà, donc j'automatise tout ce que je peux automatiser avec cette machine interne, et ensuite je duplique ce concept à l'international. Donc j'ai mon offre communiquée. J'envoie les données et je m'interface, je mets à jour envers une machine globale, un gros hub export qui va mouliner toutes mes données et qui va fabriquer des sites et des sites e-commerce dans les différents pays et les différentes devises et qui vont répondre en fait et être connectés à mon système d'information et à mon organisation. Parce que derrière, il y a aussi des hommes qui travaillent et on ne peut pas non plus démultiplier les équipes. Donc il faut faire simple, il faut que les process soient efficaces, mais qu'ils soient aussi adaptés à ma nouvelle logique internationale. Donc, dans quel cadre c'est pertinent? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc d'abord, quand on n'a pas de site internet, démarrer tout et qu'on sait qu'on va aller à l'international un jour ou l'autre, on démarre dès le départ avec l'idée qu'on va dupliquer le site et qu'on va être capable de faire différents offres et différents sites internet sur les pays qui seront cibles. Derrière, voilà, j'ai déjà un site, il est institutionnel, je présente mon offre, mais je le rends e-commerçant, et je le rends e-commerçant dans différents pays, différents territoires et différentes devises. Donc là encore, la Web Factory fait sens. J'ai déjà un site à l'international, et alors là je parle d'expérience, la plupart de nos clients, une majorité de nos clients sont là, ont développé des offres, mais aujourd'hui, ils aimeraient bien aller sur de nouveaux pays, mais ça leur coûte cher, il faut tester, ils sont pas sûrs, donc ils veulent une solution agile. Et donc là, la Web Factory apporte cette agilité en complément, coûte moins cher. Potentiellement, si ça marche, ils rapatrieront le site qui correspond à leur solution globale ou pas. Et donc la Web Factory fait sens également. Ou enfin, et là je parle d'un client particulier, la solution est super efficace, mais elle a 10 ans et elle peut plus migrer. Donc plutôt que maintenir une solution et la monter à niveau pour la rendre multidevise et multilingue, il faut parfois penser à refaire sa solution avec des solutions modernes, moins chères,
et ça vous coûte parfois bien moins cher que d'ajuster votre solution ancestrale aux nouvelles contraintes techniques d'aujourd'hui. Donc voilà 4 cadres dans lesquels on peut appliquer ce principe de Web Factory pour aller adresser un marché international. Je voulais aussi partager avec vous 2 approches parce qu'on met souvent en concurrence la marketplace et les sites propres, les sites en propre, les sites .pi. En fait, c'est très complémentaire. Donc l'un de nos clients Affibel, donc du groupe Damar, si vous allez, vous pouvez très bien prendre l'offre et la pousser sur Amazon, sur Jumia en Afrique, Yandex en Russie, et votre offre va être noyée, mais au moins vous pouvez tester parmi d'autres, mais vous pouvez au moins tester le marché et voir s'il y a une appétence. Si vous avez une ambition pour développer une notoriété, il faut passer par un site en propre et développer votre catalogue sur un site .pi qui va pas être absorbé par la formidable usine que représente la marketplace. Donc et l'intérêt peut-être, c'est de travailler les deux, c'est-à-dire mettre une partie de votre offre sur la marketplace et la totalité sur votre site, ou de choisir certains pays pour aller en marketplace parce que c'est trop compliqué ou un peu trop cher d'aller avec votre site en propre, et puis sur des pays plus stratégiques, y aller avec votre propre site. Donc à vous de juger et de jauger la bonne combinaison. Il n'y a pas de règle simple, elle dépendra de l'effort qu'on a fait en amont sur la stratégie et la définition de l'offre. Combien ça peut prendre de temps? Alors, plein, mais je veux dire, je vais aussi rassurer, nous, on peut proposer des solutions sur nos clients, dans la distribution, sous 3 mois, à condition que l'offre et le catalogue digital soient déjà prêts. Je tiens à préciser ça. Et là, vous avez une Web Factory disponible et qui vous permet d'adresser tous les marchés. Donc, c'est quand même raisonnable en termes de temps. On ne parle pas de projet à 2 ans. Une fois le go, c'est-à-dire que le fichier de votre catalogue digital est prêt, et c'est une condition importante parce que parfois il y a du travail pour le faire, mais s'il est déjà prêt parce que vous l'avez déjà, en 3 mois, vous adressez des pays et vous pouvez en ouvrir un tous les 15 jours si vous êtes prêt derrière et que ça fait sens. Parce que le but, c'est pas de marquer des petites croix sur des pays, c'est d'avoir vraiment des modèles économiques efficaces qui correspondent à votre stratégie initiale. Et je voulais partager aussi, alors il me reste encore quelques minutes, quelques cas pour vous illustrer ce que nous on a pu faire. Alors c'est très orienté distribution parce que c'est l'essentiel de notre portefeuille client, mais je trouve que c'est illustratif et qu'on se projette mieux dans les cas généralistes, mais si on en a d'autres. Aujourd'hui, vous avez le groupe ID Group, donc Okadi, Jacadi, qui a une très belle solution e-commerce interne qui adresse plusieurs pays de façon très efficace, mais qui va utiliser une Web Factory comme la nôtre. Et alors je parle de la nôtre, évidemment, j'en fais la promotion, mais il y a plusieurs solutions sur le marché, hein, et à vous aussi de trouver la plus juste. Mais il va être pour aller adresser un pays, par exemple, là, pour le right to left, c'est-à-dire pour pouvoir adresser un site en langue arabe, par exemple, ou un modèle de franchisé qui a son propre gestion de caisse, et donc l'effort à faire pour lui est trop important, c'est trop exotique. On peut aller chercher le Web Factory et aller répondre en fait à ce besoin complémentaire à une offre existante. On a le groupe Damar Affibel qui sur certains pays décide de fusionner 2 marques, c'est-à-dire qu'en France on a la Maison du Jersey et Affibel qui sont 2 catalogues, mais eux décident pour adresser, et c'est là que la stratégie est intéressante, adresser un pays pour chacune des marques c'est trop petit. Hein, vous avez l'Estonie, c'est 2 millions d'habitants, donc les marchés sont restreints, les seniors encore plus restreints, et sur une marque inconnue, on fait très peu de ventes. Donc là on va regrouper 2 offres qui sont distinctes en France pour l'offrir sur un site unique et commun à l'étranger. Donc voilà l'illustration d'une stratégie pensée. Je regroupe des offres, je regroupe 2 catalogues, mais à l'étranger, dans certains pays, je les présente comme un seul catalogue. Donc ça c'est intéressant et c'est une facilité que vous offre le digital, et donc vous quand même vous ouvrez de nouvelles propositions de valeur et vous développez du chiffre plus facilement que sur les médias traditionnels. La Redoute avait besoin de faire un test en Slovénie, donc nous a utilisé pendant 2 ans pour tester l'appétence marché, et puis à réintégrer adresse toujours le pays, mais via une autre solution. Donc voilà, donc c'est aussi le digital un moyen de tester un marché
de rester en digital ou pas, de revenir sur du retail, de mixer les deux. Mais voilà une chose intéressante. Donc là, on parle de 1,5 million d'images, 100 000 références coloritailles et d'une déclinaison. Donc la Web Factory, ce sont des solutions légères, mais qui adressent quand même de très très beaux catalogues et relativement puissants. Le temps tourne, donc voilà, juste pour présenter une marque qui essaie de rester présent sur la Belgique et qui veut lui garder son identité de marque, mais n'adapter que le pricing, et utilise donc cette Web Factory pour pouvoir proposer son offre sur un pays voisin avec la devise euro, mais avec un pricing adapté. Donc voilà, donc ma stratégie, adapter mon prix à mon pays, voilà une façon de l'illustrer. Ou tout simplement un site.com, hein, donc avec un moyen d'expédition qui vous permet, à partir d'un site unique, d'adresser les différents pays, et de regarder en un temps l'appétence des territoires à votre offre, et ensuite peut-être de créer le site qui va bien dans les pays les plus demandeurs et les plus appétents à votre service ou votre produit. Et voilà quelques enseignes qui ont pu travailler sur des Web Factory ou des réflexions e-marketing et marketplace avec nous, et qui aujourd'hui, pour 80% d'entre elles, continuent à œuvrer autour des solutions comme les nôtres ou avec nos solutions. Voilà ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. J'espère que ça n'était pas trop rapide. N'hésitez pas à revenir vers Pierre ou moi pour tout complément d'information ou toute question. Alors, je ne comprends pas bien la notion de Web Factory. Pouvez-vous préciser? Donc, juste on a reçu la question. Une Web Factory. Vous développez un concept, votre site de base, et ensuite vous optimisez le fait de pouvoir dupliquer ce concept. Alors je fais le site .fr, worldconnection.fr, et derrière je suis capable de faire .eu, .com, .us, et plutôt que à chaque fois repayer la totalité de l'investissement et de l'énergie aussi et le temps à reconstruire chaque site un par un. Donc en fait, il y a un socle commun et on ajuste que les spécificités pays, que la devise, que les moyens de paiement, que la traduction. Et donc si bien que pour ouvrir un pays, vous ne faites l'effort que sur ce qui est propre au pays. Le socle est le même et vous avez pensé en amont que vous alliez dupliquer ce socle. Donc techniquement, vous avez industrialisé la duplication. Donc on appelle ça une Web Factory, donc une usine à web. C'est-à-dire que j'ai pensé dès le départ que j'allais dupliquer mes sites. Et comme ça, quand j'ouvre un pays, je ne fais l'effort que sur ce qui est propre au pays. Voilà. Par exemple, si j'ai déjà fait l'effort en anglais, UK, bon, peut-être que je garde le même anglais US, même s'il y a des différences, ou alors je fais l'effort de mettre un nouvel anglais US. En revanche, je suis obligé de passer de la livre sterling au dollar. Donc je n'investis que sur le passage au dollar et aux moyens de paiement. Voilà le principe de la Web Factory. Donc je pense que notre temps est écoulé. Je regarde si vous avez une autre question. Donc je pense que pour les autres questions, on y a répondu, mais je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Vous aurez donc les éléments disponibles en replay et la présentation. Donc je vois que c'est la dernière minute. Donc voilà, peut-être la minute de pub. Donc Pierre et moi-même sont très ouverts aux questions, même en collaboratif et pas forcément sur une logique commerciale. N'hésitez pas, on est ravis d'évangéliser tout le monde au e-commerce et au digital et à démontrer que c'est possible, que c'est facile et que c'est accessible à tous, aux petites et aux moyennes entreprises. Voilà. Bonne fin de séminaire à tous. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. C'est bien.